Mais dans le débat, dans les échanges que nous aurons avec Evie Planel, n'hésitez pas à élargir à partir du métron à la question du militantisme, du mouvement ouvrier, des réalités sociales et citoyennes de nos jours. On n'est pas coupé de l'époque, et ces 2 siècles d'histoire témoignent, même au contraire, de ce passé présent. C'est une formule auquel Edwy tient beaucoup, de ce passé présent qui est interprétable, qui est à interpréter. Bon, puisque je vois que tout le monde est installé, je peux laisser la parole à Edwy. Une petite précision, vous pourrez vous faire dédicacer les ouvrages tout à l'heure au stand qui s'appelle Les Auteurs, hein, nous serons présents, et vous pouvez aussi passer au stand des éditions de l'Atelier, qui est l'éditeur du métron. On est très heureux avec Claude Pentier de présenter ce livre qui est en fait, comment dire, un livre pour découvrir plein de livres et plein d'auteurs. Derrière le métron, il y a 1500 historiens. Et moi, je ne suis ici que celui qui vous invite à aller découvrir ce qu'ont fait ces 1500 personnes qui eux-mêmes racontent plus de 170 000 vies de résistants à l'injustice, de combattants de l'égalité et de lutteurs de l'émancipation. Donc ça colle parfaitement avec l'esprit de ce rendez-vous à Arras tous les 1er mai de chaque année. J'étais venu, je crois, il y a 2 ans, l'année terrible des attentats, et on avait parlé de la presse à l'époque. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire et ce livre improbable que je n'avais pas prévu d'écrire? Je suis un peu occupé par Mediapart et par l'actualité qui, et comme vous le savez, rien ne se passera comme prévu. Hein, c'était le hashtag de Mediapart sur l'élection présidentielle. Ben, on est servi. Et du coup, pourquoi il y a ce livre qui s'appelle « Voyage en terre d'espoir » qui fait 500 pages. Et vous allez comprendre que je n'ai pas écrit les 500 pages. Il y a longtemps, racontant un peu mon itinéraire personnel en 1992, mes engagements de jeunesse, et comment, à ma façon, j'estime essayer d'être fidèle aux idéaux originels dans mon chemin professionnel, dans mon engagement de journaliste, j'ai dit combien il y avait pour moi une œuvre que je revisitais chaque fois que j'avais un coup de mou, un coup de barre par rapport à nos espérances, à nos espoirs, à tout ce qu'on aimerait faire aboutir pour que la société soit plus juste, soit plus au rendez-vous de tout ce qu'on a espéré. Et quand j'ai, comme ça, un moment un peu de renoncement, un moment un peu de lassitude, je me tourne vers cet objet auquel j'avais souscrit, comme d'autres personnes, mais aussi comme des bibliothèques, des syndicats, qui est donc le métron. Alors le métron, c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, c'était son nom à l'origine. Le premier tome est paru en 1964, et aujourd'hui, il y a plus de 70 tomes, c'est le dictionnaire biographique mouvement ouvrier, mouvement social, et qui en fait nous montre ce que certains pourraient penser être une Atlantide engloutie. Hein, c'est toute l'histoire des combats de l'émancipation, de la revendication sociale, des luttes ouvrières, non pas racontées par des appareils, non pas racontées de façon sectaire, comme s'il y avait des forces politiques qui auraient été détentrices de la seule vérité, comme certaines églises se pensaient détentrices de la vraie croix du Christ. Eh bien non, vous avez là une œuvre pluraliste qui prend tout le monde, et qui prend d'abord ce que le fondateur, dont je vais vous parler, Jean Métron, appelait les obscurs et les sans grade. Pas les chefs, pas ceux qui ont été des dirigeants, des élus, des notables ou des héros connus, mais justement les héros méconnus. C'est
ces gens qui ont fait des choses extraordinaires au niveau de leur vie ordinaire, en disant non un jour à l'injustice sociale, à l'absence de liberté, en se tendant vers celui qui est blessé par le monde dominant, celui qui est stigmatisé, en faisant ce chemin qui est celui, encore une fois, des causes communes de l'égalité. Et donc, Jean Métron a conçu ce livre, ce dictionnaire, dans les années 50, en inventant quelque chose qui aujourd'hui, chez les historiens, est beaucoup plus répandu, cette histoire d'en bas, pas les grandes dates et les grands hommes, cette histoire d'en bas. Cette idée que derrière les grands hommes, il y a toujours ce qui met en mouvement des peuples, ce qui ébranle ce qui paraît inébranlable. Et donc il est parti de cette idée d'histoire de vie. Mais histoire de vie, y compris quand on a 4 lignes dans un rapport de police sur quelqu'un qui, à Arras, a organisé un syndicat, a fait une lutte sociale, et même si après on perd la trace de cette personne, eh bien, à un moment, il a fait partie de cette immense chaîne. Et donc, je vais revenir au Métron. En clair, pour moi, ce travail, eh bien, c'est une piqûre de rappel. Quand même, il y a toutes ces vies, tous ces gens qui ont lutté sans demander d'assurance, sans demander de garantie, sans demander de poste, sans savoir si ça allait marcher, et c'est à eux qu'on est redevable. C'est une longue marche. Et il y a des moments où on trébuche, il y a des moments où on recule, mais il y a toute cette armée des ombres derrière nous. Tout cet immense peuple, je préfère dire des petits fantômes amicaux qui sont derrière nous. Et donc, on doit leur être fidèle. Et du coup, quand même, ils ont vécu des choses plus dures que nous, pas de raison de se lamenter, et on se relève et on continue. Donc voilà, j'ai écrit ça dans ce livre qui s'appelait Secrets de jeunesse, en expliquant pourquoi le Métron, voilà, c'était un peu... Je me ressourçais et j'aimais gambader, découvrir des noms, des histoires, des personnes. Encore une fois, cet héroïsme ordinaire de ceux qui soulèvent des montagnes. Directeur de ce dictionnaire. Et voilà ce qui m'est arrivé l'an dernier, avec le patron des éditions de l'Atelier, les anciennes éditions ouvrières, issues du catholicisme social, la JOC, la GEC, tous les mouvements des chrétiens de gauche, comme on dit. Ils sont venus me voir en disant, tu sais, on va finir un cycle. Le Métron a commencé, lettre A, 1789. Robespierre, hein, qui est pas loin là. Enfin, il n'est pas resté longtemps dans la maison là. Hein, bon. Mais voilà, donc 1789, lettre A. Et là, on finit un cycle, on arrive à la lettre Z, 1968. Donc, près de 2 siècles, hein, immenses, avec toutes sortes d'histoires différentes, variées, les unes et les autres. Bon, ils me disent, voilà, on aimerait montrer, surtout dans ces temps où il y a du doute, hein, où il y a bon, un paysage qui, pour les combattants de l'émancipation, n'est pas forcément le plus réjouissant, où il y a des divisions, où il y a, etc. Bon, on aimerait montrer que c'est utile à tout le monde. Et du coup, je leur dis, ben, superbe idée. Ils me disent, voilà, on va faire une sélection de notices biographiques, comme un parcours, et puis vous allez faire une introduction. Je dis, très bien. Et puis je suggère ce titre, Voyage en terre d'espoir, hein, qui est, voilà, parce que c'est un voyage, et c'est une terre d'espoir, comme il y a des terres de jouvence. Et puis là, ils sont revenus, malins. Ils me disent, bon, on a réfléchi quand même, ce serait mieux si vous faisiez vous-même votre sélection, un peu, votre voyage amoureux dans le Métron. Pardi, 170 000 notices, en sélectionner quelques dizaines, c'est forcément arbitraire, pas simple et tout. Bon, bref, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au pied du mur au creux de l'été, et ben, c'est une montagne, même si je n'aime pas... Je crois que ce n'est pas un monument, au contraire, hein, c'est quelque chose à arpenter. Moi, j'aime bien la randonnée, faire du dénivelé un peu. Et du coup, ça donne ce livre qui est à la fois, dans une première partie, un essai historiographique. Quelle histoire raconte et pratique le Métron?
Et deuxièmement, après, je me suis posé des contraintes, j'ai fait ce voyage amoureux, mais vous pourriez en faire plein d'autres, et mon voyage a plein d'injustices et d'oubli, forcément, où on ne se refait pas. J'ai choisi de me donner une contrainte. Je pars du siège de Mediapart, dans le 12e arrondissement de Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, tout près, là où est décédé le député Baudin sur la dernière barricade de résistance au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République élu au suffrage, pas tout à fait universel, les femmes ne votaient pas, et qui, comme vous savez, le premier élu au suffrage universel, c'est celui qui a tué la République. Depuis, il réparait bien, parce que ce député Baudin, qui a 40 ans, qui est médecin, il est le dernier à résister, et c'est un nom inutile qu'il va prononcer, et totalement fondateur. Il est sur la barricade, c'est la Deuxième République, elle va finir. La Deuxième République a délaissé les ouvriers, et Dieu sait si ça arrive parfois que des pouvoirs qui se réclament, entre guillemets, de la gauche, oublient leur base sociale. Elle a réprimé, vous savez, à l'été 48, et donc il est là, dans la dernière barricade qui résiste au coup d'État. Et puis il y a un peu quelques provocateurs, probablement, qui c'est là, il y a des ouvriers, des artisans, c'est vraiment le poumon prolétaire ouvrier de Paris qui est là. Et qui lui disent, ah, voilà, qui le moquent sur les émoluments des parlementaires, sur le thème, ah, les parlementaires, alors que lui, c'était un médecin des pauvres qui allait dans les faubourgs, à pied, etc., un type vraiment bien. Et du coup, il les voit se moquer de lui, et lui, dans un geste bravache, monte sur la barricade et il dit « Vous allez voir comment on meurt ». J'ai oublié si c'est 20 francs ou 40 francs par mois, peu importe. Il prononce les émoluments des parlementaires. Il dit « Vous allez voir comment on meurt » avec son écharpe tricolore. Et en effet, il meurt. Mort inutile, mais symbole, hein, et c'est toute l'idée du fil du Métron, avec toutes ses vies, c'est que Victor Schœlcher, l'homme de l'abolition de l'esclavage, n'est pas loin, voit la scène, va la raconter à Victor Hugo, qui va la reprendre dans l'histoire d'un crime, et du coup, le député Baudin va devenir le symbole de la résistance, et à la fin de l'Empire, quand il y aura les premiers journaux un peu libéraux, eh bien, Delescluze, qui sera lui aussi ensuite mort sur une barricade, la dernière barricade de la Commune de Paris, va faire un journal, Le Réveil, où il va prendre Baudin comme symbole, comme il n'y avait pas le droit de réunion, pas le droit de parti politique, il va faire des banquets avec une souscription pour le monument à Baudin. Et de cela, de fil en aiguille, ce sera le symbole, et Baudin est aujourd'hui, la Troisième République l'a fait entrer au Panthéon. Alors du coup, je pars de Baudin. Baudin, il venait, quel écho, Baudin, au moment de ce coup d'État, il y a un autre lieu où il y a une révolte, 2-3 jours après, le temps que la nouvelle arrive, avec un peu de retard, eh bien, c'est dans la Nièvre, à Clamecy. Et dans la Nièvre, il y a ce qu'on appelle les résistants. Aujourd'hui, chaque année, à Clamecy, il y a un festival qui s'appelle Les Résistants. Mais les résistants, ce n'est pas les résistants de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ceux qui ont résisté à ce coup d'État. Et du coup, par là, je me balade, la Nièvre, après, comment Jean Métron lui-même, ainsi que son père, ainsi que son grand-père, étaient nivernais. La Nièvre, vieille terre de gauche, hein, Mitterrand, Bérégovoy et d'autres y ont été élus. Et de fil en aiguille, je vous invite à ce voyage à saut et à gambade, chaque notice appelant une autre idée, une autre piste, une autre échappée. Alors j'en reviens avant qu'on discute à ce que nous dit ce Métron. D'abord, Jean Métron, dans une époque où le Parti communiste était ultra dominant sur la gauche, a réussi à fédérer à la fois au niveau des historiens qui ont fait ce travail et au niveau des vies qu'il a rassemblées dans le Métron, il a réussi à fédérer toutes les tendances de la gauche, à n'oublier personne, à n'exclure personne, à ne stigmatiser personne, à prendre tous les courants. Lui-même avait été au Parti communiste, il s'en était éloigné après le pacte germano-soviétique, mais il avait gardé beaucoup d'amis et de camarades. Il était devenu, sans être anarchiste, l'historien de référence de l'anarchisme.
Il a fait la première grande histoire de l'anarchie, c'était sa thèse à la fin des années 40. Et donc, dans le Métron, vous trouvez tout le monde. Et vous trouvez même, je le dis, une phrase de Blanqui que j'ai citée dans l'introduction. Blanqui, hein, l'homme intraitable, qui pourtant se moque de toutes les querelles entre proudhoniens et marxistes au XIXe siècle en disant, bah, au bout du compte quand même, ils sont d'accord sur l'essentiel et au lieu de se quereller, il ferait mieux de s'unir. Les autres en face, ils sont plutôt unis quand leurs intérêts sont en jeu. Et donc, premier point qui me paraît très important pour nous aujourd'hui, c'est de voir une histoire qui n'est pas fermée, dont personne n'est propriétaire, et qui est riche de tous ses courants, de toutes les hypothèses, de toutes les tentatives. La deuxième dimension que l'on découvre dans le Métron, avec cette histoire des obscurs, des sans-grades, c'est comment, et pour moi c'est quelque chose de totalement actuel, quand on se dit il faut aller chercher des nouvelles idées et tout, d'accord, mais déjà il faut défendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette idée que l'égalité, qui est au cœur des idéaux d'une république démocratique et sociale, et Dieu sait si on en est loin, c'est cette pensée qu'à traduire, qui est de dire nous naissons libres et égaux en droit, ça veut dire on n'est pas prisonnier de sa naissance, on n'est pas prisonnier de sa condition, on n'est pas prisonnier de son origine, on n'est pas prisonnier de son apparence, de son appartenance, de sa croyance, de son sexe, on peut bouger. Au fond, toutes ces vies, c'est un éloge du déplacement. Du déplacement. Dans le moteur de l'égalité, et quelles que soient nos conditions, il y a cette idée de bouger, de se déplacer, de ne pas être assigné à résidence, de ne pas être enfermé, comme les sociétés traditionnelles d'Ancien Régime nous enferment dans des systèmes de caste, de place, on bouge. Et vous verrez, dans ce livre, il y a des histoires formidables. Des histoires, les premières féministes, dès le début du 19e, qui, pour certaines, assumaient de vivre avec d'autres femmes, et assumaient le fait d'être lesbienne, et c'était tellement difficile, et qui étaient en même temps des militantes formidables. Mais une autre que m'a fait découvrir Claude Pentier, la grande Marie Guillou, la première syndicaliste à la CGT, au début du XXe siècle, qui demande qu'il y ait des réunions entre femmes. Il faut rappeler hein, qu'on est toujours le minoritaire d'un autre. On l'oublie, hein, mais le mouvement ouvrier, à la fin du XIXe siècle, il y a eu des grèves d'ouvriers mâles contre le travail des femmes. Sur le thème, le patron, il fait venir les femmes pour baisser nos salaires. Et le travail, c'est une affaire d'homme, c'est à nous de le tenir. Et la femme, elle est à sa place. Hein? Ce déplacement, c'est aussi le déplacement de nos préjugés. Comment, au cœur de toutes ces batailles, on découvre d'autres droits, d'autres principes. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas propriétaire de ces droits. Et la comparaison avec les femmes, quand Marie Guillou dit à la CGT il faut se réunir entre femmes, vous voyez bien que ça vaut aussi pour les droits de ceux qui viennent d'ailleurs, refuser qu'on cherche le bouc émissaire et de s'en prendre aux travailleurs qui vient de plus loin au lieu de s'en prendre au patron, et ainsi de suite. Toutes ces questions-là sont au cœur de ces itinéraires du Métron. Ce déplacement, c'est un déplacement vers l'autre. C'est pas seulement, c'est un déplacement physique parfois. Je démarre par la Nièvre et j'essaye de comprendre pourquoi la Nièvre a toujours été au centre de la France, département plutôt rural comme ça, au cœur de l'égalité. Et c'est en discutant avec Claude, on comprend. Paris, il fallait chauffer Paris à la fin du XVIIIe. Il fallait faire le pain. Et le pain, il fallait du bois. Et le bois, il venait comment? Il venait par les fleuves. Donc il venait par les fleuves qui étaient les affluents de la Seine, avec les radeaux de bois, les flotteurs. Flotteurs, c'était un métier d'immenses radeaux de bois. Et puis derrière, les bûcherons. Et toutes les familles travaillaient pour faire ça. Mais vous voyez bien que les flotteurs, ils descendaient à Paris, et là, ils entendaient, ça bougeait, il se passait plein de choses. Puis après, ils remontaient à pied, puis ils racontaient ce qui se passait à Paris. Et les discussions, et du coup, la politisation, l'éducation, la curiosité se mettaient en mouvement. Il y a dans le livre la biographie du fondateur du syndicat des bûcherons, hein, le premier syndicat des bûcherons, dans Lyon, je crois.
Hein. Dans le Cher. Dans le Cher, pardon. Je suis le Voilà. Bornais. Voilà. Il sait tout bien mieux que moi. Moi, je ne suis que... Voilà. C'est lui le savant. Voilà. Et donc, bon, donc premier point, le refus du sectarisme. Deuxième point, cette idée du déplacement. Troisième point, et d'une certaine manière, en parlant des femmes, j'y ai fait une allusion, cette idée des... Et en temps d'élection, c'est très important de se dire ça. Je dis souvent, la démocratie, c'est pas le droit de vote. Et je le crois vraiment. Bien sûr que c'est un instrument, le droit de vote. Mais, et regardez, derrière le droit de vote, il y a l'autoritarisme, la confiscation, etc. Parce qu'on peut voter et être aveugle. Et du coup, voter pour son pire ennemi, pour son pire malheur. S'il n'y a pas de liberté de la presse, s'il n'y a pas de droit de réunion, de droit de manifestation, de droit d'opposition, de droit de contestation. Hein, c'est ça, une culture démocratique qui permet de lutter. C'est autre chose que d'avoir un pouvoir autoritaire qui vous en prive. Alors, je dis ça parce que derrière, il y a cette question de la majorité. Comment le camp de l'émancipation avance? Et ça, c'est formidable. Que l'on regarde la cause ouvrière, la cause féministe, la cause de la décolonisation, et toute autre cause du camp de l'émancipation, de l'égalité des droits. Nous naissons libres et égaux en droit. Et donc nous avons le droit d'avoir des droits, d'en conquérir de nouveaux, d'en défendre, d'en inventer de nouveaux. Eh bien, il avance en prenant conscience que les minorités sont une construction politique, sont faites par la domination, qu'elles ne sont pas seulement des minorités quantitatives, que dire au fond il y a la loi de la majorité, ben, la loi de la majorité c'est ceux, bon, ils sont arrivés, ils sont en place, ils sont confortablement installés. Les minorités, elles bougent, parfois elles provoquent, mais elles bougent, elles posent de nouvelles questions, un nouvel agenda. Et donc, quand je dis que c'est une construction politique, deux exemples. Il y a dans les notices que j'ai choisies, il y a le portrait d'un type, Lefort, je crois, c'est bien ça, qui est la première internationale, oui, je crois que c'est Lefort, dont Marx et Engels disaient c'est le français qu'on préfère. Parce que Marx et Engels trouvaient le mouvement ouvrier français un peu bavard, un peu, voilà, bon, ils avaient un peu de préjugés quand même. Alors vous allez voir, même, ils avaient aussi parfois, c'est l'hôpital qui se moquait de la charité, parce qu'ils disent, c'est le français qu'on préfère, il est vraiment droit, il est bien qu'il soit bourgeois. Bon, eux-mêmes, voilà. Bon, ça c'est toujours comment les intellectuels parfois peuvent avoir des sectarismes que normalement quand on vit la réalité, on n'a pas. Mais bon, peu importe. Et alors ce Lefort, pourquoi j'ai mis sa bio, c'est que c'est lui qui est à l'initiative, au cœur du 19e siècle, de l'appel des 60. C'est quoi l'appel des 60? Il y avait des républicains qui essayaient de faire avancer des questions sociales, etc. Mais ces républicains étaient en effet des bourgeois, qui se pensaient propriétaires du bien, des belles idées, généreux, humanistes, francs-maçons, etc. Et cet appel des 60, eh ben, c'est ce peuple ouvrier, à travers ces 60-là, qui n'était pas du tout minoritaire, mais qui prend conscience qu'ils sont construits en minorité politique, qu'on parle à leur place, qu'ils n'ont pas de place au banquet politique, que c'est d'autres qui parlent en leur nom. Et donc ils font un appel qui est à l'origine, au fond, de cette expression, mouvement ouvrier, où ils disent, bah, écoutez, on vous respecte, on trouve bien, mais on aimerait bien en être. On aimerait bien que des gars de chez nous parlent pour nous. On aimerait bien avoir des représentants ouvriers. Et vous voyez bien que ce n'est pas une minorité quantitative, c'est la prise de conscience qu'on vous met en situation minoritaire, et c'est comme ça qu'on fait avancer. Et c'est pareil, j'ai parlé de Marie Guillou tout à l'heure, pour les femmes. Ce n'est pas une minorité, c'est la moitié de l'humanité. Mais on construit une minorité. C'est pareil pour, évidemment, ceux qui sont rues dans les brancards, à juste titre, quand ils s'élèvent contre les discriminations dont ils sont victimes à cause de leur couleur de peau, à cause de leur religion, à cause de leur origine. Et du coup, ils veulent s'organiser entre eux. Et c'est normal, parce qu'ils veulent faire défendre leur agenda. On ne peut pas, en permanence, dire les choses à la place des gens.
Il faut laisser les gens s'organiser eux-mêmes. Donc, premièrement, cette idée du non-sectarisme, cette idée du déplacement, et enfin cette idée du levier des minorités. Ce qui m'a énormément plu dans ce voyage, c'est de redécouvrir combien, vous savez, cette expression république démocratique et sociale, elle est comme une formule morte dans notre Constitution aujourd'hui, depuis la catastrophe européenne. Mais un siècle, la 4e République, son préambule, ça a été repris dans la Constitution de la 5e. Mais cette formule ne vient pas de nulle part. Au XIXe siècle, c'est la formule de ce qu'on aurait pu appeler dans le langage d'aujourd'hui de l'extrême gauche. Ce qu'on appelle les marianeux, les démosoques, qui par moments sont clandestins, qui à un moment sont parlementaires, qui à un autre moment sont exilés, etc. Et qui disent, nous on veut la sociale, la République démocratique et sociale. Cette idée que la République a des adjectifs, qu'une République sans adjectifs devient une République figée, immobile, une République punitive, une République dont on arrête le mouvement. Alors que cette idée de la République démocratique et sociale, c'est qu'elle est toujours inachevée, toujours à inventer. Et donc, il a fallu un siècle pour que cette formule, née sous la Deuxième République, après la Révolution de 1948, se retrouve dans notre Constitution. Mais en lisant le Métron, on découvre combien c'est une jeunesse, cette histoire. Combien c'est encore, c'est inachevé, c'est devant nous. C'est un idéal qui est devant nous. Et pour moi, c'est une façon aussi d'enjamber les chagrins politiques du XXe siècle. Le XXe siècle, le Métron enjambe ces deux siècles, 19e et 20e. Et le XXe siècle, quand on regarde, s'aperçoit combien la forme parti qui a voulu, au fond, faire face à la domination, pour que ce soit parti socialiste, parti communiste, etc., qui a voulu, au fond, affronter la question du pouvoir, et qui a son efficacité, pour le moins, en même temps, a créé des rigidités, des verticalités. Comment, au XIXe siècle, on a des vies qui sont des vies de lutteurs ou de lutteuses qui passent d'une étiquette à l'autre en cohérence. Alors que dans l'histoire des partis, on est dedans, on est dehors, et quand on est dehors, on n'est plus là, etc. Donc une sorte de beaucoup plus grande, qui ressemble à notre époque, j'allais dire, un beaucoup plus grand mouvement de tous ces militants. C'est-à-dire que, pour moi, ce travail, cette découverte, cette visite dans ce continent et dans ces terres des soins, c'est une façon de revenir à notre promesse originelle et de secouer un petit peu le manteau de poussière que les catastrophes du XXe siècle nous ont légué, que les chagrins politiques du XXe siècle nous ont légué, que les impuissances du XXe siècle nous ont légué, et de retrouver cette jeunesse. Voilà ce que je peux vous dire comme ça, en improvisant un peu. Bon, c'est un livre pour redonner la pêche, quoi. Si vous voulez, n'hésitez pas à parler fort, parce qu'il y a beaucoup de monde. Merci pour mon petit panthéon, en disant justement, ce sont des histoires extraordinaires de personnes qui se sont vues comme des personnes ordinaires, qui ne cherchent pas à être des héros. Et tout mon propos dans le livre, la première partie s'appelle « La victoire des vaincus », pas des héros, des vaincus. Avec, de philosophe à philosophe, une réflexion qui vient de Walter Benjamin, qui est une figure qui a beaucoup bousculé un peu la réflexion d'une histoire linéaire, d'une histoire écrite par avance, une histoire du progrès. Et au fond, Walter Benjamin, qui est mort en 1940 en fuyant le nazisme depuis la France, Walter Benjamin, au fond, prend cette idée que nous sommes en dette vis-à-vis de tous les vaincus, ce qui veut dire les vaincus, non pas qu'ils auraient été des défaits totalement, mais ça veut dire que
ils nous lèguent ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Ils nous lèguent ce que furent leurs espérances. Et en ce sens, tout mon propos, c'est de dire que les vainqueurs, donc les héros, au sens où on l'entend ordinairement, n'ont pas grand-chose à nous apprendre. Que des histoires d'ambition, des histoires de pouvoir, des histoires, au fond, très masculines par ailleurs, très dominatrices et très postéromanes, hein, qu'est-ce que je vais laisser comme ça, et qu'en revanche, les vaincus, je veux dire par là ceux qui se sont battus, c'est ce que j'expliquais au début, sans souci autre que d'être au rendez-vous de leur liberté. Vous citiez Barthas et ses fameux carnets, qui est la résistance, au fond, d'un soldat à la grande boucherie patriotique, et voilà, mais une résistance qui ne se paye pas de mots, qui n'est pas dans la posture, mais qui est avec les autres soldats, dans la réalité, hein, des solidarités. Et donc c'est exactement, vous êtes parti parce que j'ai malencontreusement peut-être employé ce mot héros, mais c'était pour moi ma façon de dire, en tout cas tout le propos du livre, y compris le choix des notices biographiques, n'est justement pas celui d'héroïser, c'est celui de raconter des vies qui ont su dire non, quel que soit ce qui s'est passé après. C'est important chez Métron. Jean Métron disait « on prend tout le monde, y compris ceux, vous savez, l'origine ne protège de rien, on peut avoir eu dans sa jeunesse un moment d'engagement, puis après on vieillit, on se range, et parfois même on devient néoconservateur, ça existe. Dans notre époque. Ah bon, et donc voilà, au moment où elles sont, au moment où, enfin, je veux dire, dans la mesure où elles ont été à un moment présentes dans ces combats, même si après elles disparaissent, ou même si après elles renoncent, ou même si après elles s'égarent, puisque, encore une fois, l'origine ne protège de rien, y compris dans l'histoire du mouvement ouvrier, on a des histoires de vie qui s'égarent quand elles sont prises par des machineries idéologiques qui amènent à se déshumaniser soi-même. C'est hélas ce qui est arrivé dans les grandes déchirures du XXe siècle.